Et à 6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions. Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale. Axel de Tarlet, c'est l'écho. Eva Rock, c'est la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. La photo d'un homme à l'air renfrogné et ce titre, le pompier pyromane. Non, l'équipe ne fait pas sa une sur Jean-Marie Le Pen, mais sur un autre président, celui de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, accusé d'aller trop loin dans ses prises de position sur le foot français. On en parlait à l'instant avec Jérôme Lacroix. Ce n'est pas non plus Jean-Marie Le Pen qui déclare dans Le Parisien « Si j'arrête la scène, je meurs ». Non, là, c'est Charles Aznavour qui sort son 51e album. Alors rassurez-vous, Le Pen poussé vers la sortie, comme l'écrit aujourd'hui en France, c'est un sujet qui inspire beaucoup vos journaux. Mais il ne fait pas la une de Lacroix, qui en pleine visite de François Hollande dans les pays du Golfe s'interroge sur une diplomatie française sans état d'âme. Direct Matin et Le Figaro font leur une sur les élections en Grande-Bretagne. Ce sera après-demain. Ce vote qui fait peur à l'Europe, écrit Le Figaro. Et puis il y a Libération qui titre « Bas les pattes, sexisme et politique ». 40 femmes journalistes dénoncent. Trop souvent, disent-elles, elles se heurtent au sexisme d'élus et de responsables politiques, parfois de hauts responsables politiques. 40 d'entre elles décrivent donc des propos déplacés et des mains baladeuses. Extrait. C'est un député qui nous accueille par un sonore « Ah, mais vous faites le tapin, vous attendez le client » à la salle des 4 colonnes à l'Assemblée. Ou un autre qui nous passe la main dans les cheveux en se réjouissant du retour du printemps. Autre exemple, au Sénat, un parlementaire qui déplore que nous portions un col roulé et pas un décolleté. Les exemples comme cela sont nombreux, sont édifiants. Et on se dit, en lisant ça, qu'il y a des paires de claques qui se perdent. Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse quotidienne régionale ce matin ? Eh bien, le Progrès revient sur l'affaire de Villefontaine, un directeur d'école déjà condamné, soupçonné de viol. 55 élèves ont signalé des abus, selon le Progrès de Lyon, et une loi obligera la justice à transmettre les condamnations des agents qui sont en contact avec des mineurs. La délinquance ferroviaire à la une de La Voix du Nord, elle a augmenté de 136% depuis 2008 dans les gares et les trains de la métropole lilloise. La CGT dénonce un manque de moyens. Et puis du Maine libre au Berry républicain, image de terres inondées, des cours d'eau encore en crue ces derniers jours. Dans le Cher, par exemple, il est tombé en 4 jours l'équivalent d'un mois de pluie. La une du Midi Libre n'est pas des plus rassurantes ce matin avec un horrible requin. Et comme vous n'avez peur de rien, Marion Calais, c'est l'histoire du jour. Bah oui, parce que les requins en Méditerranée, figurez-vous que c'est une bonne nouvelle. Sauf quand on les croise. Vous n'y croyez pas ? Non. Ben, c'est pas moi qui le dis, c'est pas Midi Libre non plus. Ce sont plein de spécialistes qui affirment qu'il faut plutôt se réjouir de voir les requins revenir en Méditerranée. Illustration de la bonne santé de l'écosystème, le requin contribue aussi à la biodiversité. En plus, et la plupart des requins sont inoffensifs en Méditerranée. La plupart. Exactement. Vous en croisez un vite et dis donc, toi, t'es inoffensif ou pas ? Alors, je ne suis pas la plupart. En Méditerranée, pas de requin bulldog, pas de requin blanc, mais des requins pèlerins qui se nourrissent de plancton. Alors c'est vrai que ça peut être impressionnant, ils font quand même 12 mètres de long. Des requins renards, des peaux bleues qui, eux, vivent en profondeur. On les voit donc très peu au bord des côtes, à part les jeunes, mais qui sont beaucoup plus petits. Bref, pas de panique, disent ces spécialistes, surtout si l'on se réfère aux statistiques. En Méditerranée, il y a eu une centaine d'attaques de requins contre l'homme. Depuis, à votre avis, depuis quand ? Une centaine d'attaques Depuis en 100 Méditerranée. 100 ans. 200 ans. Alors, Depuis le Moyen-Âge. Voilà, donc il ne faut pas céder au délit de sale gueule, dit Midi Libre. Vous connaissez la petite musique là ? Oh, les dents de la Vous avez mer. intérêt à nager vite, Marion Calais, il est derrière vous. Même pas peur. Mange des planctons. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, on redevient sérieux ce matin. L'histoire d'une photo qui a fait le tour du monde depuis quelques jours, mais qui n'est pas du tout celle que l'on croit. Oui, c'est l'image d'une petite fille, elle doit avoir 2 ans, blottie dans les bras de son grand frère, à peine plus vieux qu'elle. L'une des photos les plus partagées sur les réseaux sociaux après le tremblement de terre au Népal. On vous l'a mise d'ailleurs cette photo sur le compte Twitter d'Europe 1. C'est une scène qui résume à elle seule le drame d'un peuple effrayé, sans abri, orphelin. L'émotion a été telle que certains ont tenté de retrouver le petit garçon et la petite fille parmi les réfugiés de la catastrophe, en vain, et pour cause. Cette photo, les amis, n'a pas été prise au Népal. Cette photo n'a pas été prise la semaine dernière, elle a été prise dans le nord du Vietnam, elle a été prise en 2007. Son auteur est un photographe vietnamien, il s'appelle Ngo Sang Nguyen, et il confirme aujourd'hui toute l'histoire à la BBC. C'était il y a près de 10 ans. Je traversais un village lorsque j'ai vu ces 2 enfants jouer devant la maison familiale pendant que leurs parents travaillaient au champ. C'était mignon, c'était émouvant.
Alors, j'ai pris la photo. Mais alors, comment les internautes ont-ils pu se tromper à ce point ? Alors le photographe explique qu'il a un blog et qu'il avait posté cette image il y a quelques années et que c'est pas la première fois d'ailleurs qu'elle est détournée. Un jour, je me suis rendu compte que des Vietnamiens la diffusaient sur Facebook en l'appelant les orphelins abandonnés, c'est ce qu'il raconte à la BBC. Certains avaient même inventé une histoire en racontant que la mère était morte et que le père était parti. Et c'est pas fini. Cette photo a servi également pour parler du drame de la Birmanie, de la guerre en Syrie, toujours les mêmes légendes, 2 orphelins que l'on retrouve donc aujourd'hui au Népal. Alors, le photographe précise qu'il a fait son maximum pour établir la vérité, aussi pour récupérer quelques droits d'auteur, et avec un succès toujours limité. Alors aujourd'hui, Nao Song Nguyen essaie d'être philosophe. C'est, oui, ma photo la plus partagée dans le monde, dit-il. Malheureusement, c'est toujours dans un mauvais contexte. Mes chers auditeurs, apprenez à vos enfants à avoir un regard critique sur tout ce qu'on trouve sur Internet. Soyez critiques avec ce qu'on vous dit, avec ce que vous lisez, avec ce que vous voyez. C'est vraiment important. Il va falloir mettre des légendes sur toutes les photos, surtout oui, mais si la légende est fausse, comment on fait ? Imaginez, vous mettez une photo de vous et on marque Maryse en dessous. Ah bah tiens, c'est flatteur pour moi. Non mais il suffit de mettre une date, Vietnam 2007, je sais pas, sur la photo incrustée, je sais pas comment. C'est le photographe qui doit faire ça. Merci Julie. On passe à la une de l'Écho avec Axel de Tarlet. Alors là, on aura tout vu, Axel. Renault trouve trop cher son usine low cost de Roumanie. Ça fait la une des Échos ce matin. Voilà, parce que Renault était parti en Roumanie, vous savez, pour fabriquer les Dacia, ce sont toutes les voitures pas chères, la Logan, la Sandero, le Duster. Sauf que les salariés pas chers, ils commencent à être de plus en plus chers en Roumanie, parce que les salaires ont triplé depuis 2008. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le coût salarial mensuel d'un opérateur en Roumanie est de 950 €. À titre de comparaison, Renault vient d'ouvrir une autre usine low cost, alors au Maroc cette fois, à Tanger, où là le coût salarial moyen par mois d'un opérateur marocain est de 340 €. Donc vous voyez, le salarié roumain est 3 fois plus cher que le salarié marocain. Voilà. Alors, ça veut dire que Carlos Ghosn il va tout transférer au Maroc ? Alors ça c'est la crainte. Non, en fait Carlos Ghosn il va faire autre chose. Il va remplacer le salarié roumain par des robots. Voilà, donc l'automatisation dans l'usine Pitesti de Roumanie va passer de 5 à 20%. Voilà. Mais c'est pas une bonne nouvelle pour l'emploi, ça. Alors pour le chômage. effectivement, donc il y a quelques dents qui grincent en Roumanie. Alors en même temps, Marion Calais, on va dire que c'est le sens de l'histoire, ça. Mais si. Mais jusqu'où on le pousse, ce sens de l'histoire, c'est la question. Quand on a inventé le tracteur et la moissonneuse-batteuse, oui, ça a généré du chômage dans le monde agricole, mais ça a aussi dégagé des moyens qui ont permis d'investir dans d'autres secteurs à plus haute valeur ajoutée, qui ont permis de créer des emplois. Écoutez, si on refuse le progrès, alors on serait tous aujourd'hui dans les champs avec une faux et une herse en train de cultiver le blé comme on le faisait au Moyen-Âge. Ce serait parfait. Et un jour, le kiosque sera fait par des robots. Exactement. Dès demain, derrière Axel de Tarlet sera un robot, une voix de synthèse. Comme les pubs. Sinon, on peut acheter des voitures fabriquées en France. La Yaris et Toyota, c'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà, elle est 100% française, la Yaris. Et elle est plus haut de gamme. Et elle est plus haut de gamme, évidemment. C'est donc à la une des Échos ce matin. À la télé, un petit saut en arrière avec vous, Eva Rock, puisqu'on va regarder ce soir sur Arte à 23h35 le grand bluff de Ronald Reagan. Alors, à se demander si ce programme est vraiment un documentaire historique et politique ou un film d'espionnage. On est en 81, Ronald Reagan était élu président des États-Unis. Avec les soviétiques, je vous apprends rien, c'est la période de la guerre froide. Et on est à Washington, dans la Maison Blanche, et dans le plus grand secret, Reagan va créer ce qu'on appelle le comité des opérations de l'heure. Vous comprenez avec mon accent, l'heure, c'est-à-dire des bobards, des mensonges. Tous les coups vont être permis, sabotage, contre-espionnage, et histoire incroyable. Et alors par exemple, quand Thomas C. Reed, qui est conseiller à la sécurité nationale auprès de Reagan, reçoit des informations d'un espion russe, en l'occurrence le colonel Vetrov, qu'on connaît plus souvent sous le nom de code de Farwell, écoutez ce qui se passe. Le colonel Vetrov nous a précisé ce que cherchaient les soviétiques. Nous les avons donc aidés dans leur démarche. Mais on ajoutait toujours une petite surprise. Les plans d'appareils spatiaux ou aéronautiques étaient corrects, par exemple pour les avions de combat, sauf que les ailes étaient à l'envers. Et alors, c'est un documentaire, on est d'accord. C'est un documentaire. Ouais. C'est vraiment les acteurs qui étaient à ce moment-là en place, et notamment à la CIA. Et alors du bluff encore sur le terrain, parce qu'on apprend que les Américains avaient envoyé des bombardiers survoler l'URSS pour faire croire à une attaque imminente. Alors évidemment, les Soviétiques s'affolent. Eux préparent une riposte nucléaire. Donc on sent quand même l'escalade qui monte entre les deux puissances. Et les Américains en ont parfaitement conscience, comme le raconte John Lehman Jr., qui était alors secrétaire à la marine des États-Unis. We were not
Nous n'avions pas d'état d'âme à l'idée qu'un incident puisse provoquer une guerre accidentelle. Même une guerre nucléaire, Ah, ils n'avaient pas d'état exactement. d'âme. C'est incroyable. Et alors un conseil, regardez jusqu'au bout, vous allez comprendre comment les Américains, alors toujours à coup de bluff, avec des histoires de sous-marins, ont réussi à manipuler l'armée, l'administration et les médias suédois afin d'obtenir en fait le soutien inconditionnel de la Suède, qui était pourtant un pays neutre, c'est-à-dire qui eux prônaient la détente entre les deux blocs. C'est absolument fascinant. Alors je sais que c'est un peu tard, mais vous pouvez aussi le voir en replay, voilà. exactement dans les jours prochains, et c'est sur Arte. Ça s'appelle Le Grand Bluff de Ronald Reagan, c'est donc sur Arte à 23h35. Puis peut-être instructif pour aujourd'hui, parce que les politiques, les dirigeants politiques ne sont pas forcément des enfants de cœur. Non, on imagine qu'il y a d'autres le histoires encore storytelling aujourd'hui. aujourd'hui. Voilà. Exactement. Ah oui, On vous de toute façon, invente des histoires. On nous raconte des histoires. En tout cas, ce sont des histoires vraies ce soir et ça fait peur à Julie. Rideau sur le oui. kiosque.